Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours, je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie qui ne peut qu'inspirer. Aujourd'hui, je reçois Lauriane Mareva, dont les rooms Lift Your Mindset font le plein tous les samedis matins. Bonjour Lauriane. Bonjour Lola, quel plaisir de te retrouver ici ce soir. Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi ici, sur Clubhouse. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions à Lauriane. Alors Lauriane, tu nais en plein océan Pacifique, sur la plus grande île de Polynésie française, Tahiti pour ceux qui ne le sauraient pas. Tes parents sont expatriés, ton papa travaille dans l'aviation civile. Un peu comme pour Rousseau, tes premières années ressemblent à ce que l'écrivain décrit comme son âge d'or, mais l'un de tes plus grands regrets, c'est d'être fille unique. Ah, oui, ouais, regret, le mot est ce qu'il est. Disons que je partage ce sentiment qu'on peut, si on le souhaite, je ne sais pas, s'envoler pour la lune si on est multimilliardaire et malheureusement avoir ce lien fraternel. C'est quelque chose que je ne connaîtrais pas et du coup qui m'a toujours un peu manqué. Et puis tu rentres en France à l'âge de 3 ans, tu poursuis ta scolarité à Paris, où tu passes ton bac, et comme beaucoup d'entre nous, tu suis les conseils de tes parents au moment de choisir ton orientation. Donc là, c'est la finance, où se pose ton choix. C'est pas vraiment ce que tu imaginais à ce moment-là ? Eh bien, c'est vrai que je voulais me lancer dans le marketing à l'origine, et puis c'est vrai que ma mère me disait: «Oui, fais de la finance, tu verras, tu pourras toujours te réorienter vers le marketing», alors que l'inverse est moins vrai. Donc du coup, je me suis dit: «OK, banco, j'y vais». Je crois que le seul cours qui a vraiment profondément marqué mes 5 années d'études, au sein de l'ESCA, c'était un cours de psychologie sociale. Tu vois, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille à ce moment-là. Et puis tu pars vivre en Chine quelques mois. L'Empire du Milieu, on le sait, est une véritable fenêtre sur le monde en avance dans bien des domaines sur le marché international. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu découvres une véritable passion pour l'entrepreneuriat ? Alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je découvre ma passion pour l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours un petit peu sommeillé en moi et que ça s'est révélé par un profond désir de liberté. Un petit peu plus tard, du coup. Ouais. Un peu plus tard. Et après tes études, donc tu deviens conseiller en gestion de patrimoine au sein d'une banque. A priori, c'est pas très fun. On pourrait croire qu'on est à des années-lumière de ce que tu fais maintenant et pourtant déjà à ce moment-là, tu m'as expliqué que c'est le fait d'accompagner, de conseiller tes clients qui te plaît déjà. Ouais, c'était, je pense que ce qui se relie, c'est l'humain. Le fait de, quand j'étais en gestion de patrimoine, je conseillais, j'apportais, mon expertise et je faisais en sorte que mes clients soient considérés un petit peu comme, je sais pas, comme des membres de ma famille, en fait. Je me voyais, en fait, conseiller, un client comme si c'était parfois, mon père, comme si c'était parfois ma mère, enfin c'était un petit peu ou comme si c'était moi, en fait. Quel le meilleur conseil que je pourrais donner, la stratégie, patrimoniale à exploiter. C'était un petit peu l'idée que j'avais, du métier à ce moment-là. Et puis tu quittes l'univers de la banque en décembre 2018 et tu décides de prendre une année sabbatique, mais 2 ans auparavant, en lisant Petit traité de la vie intérieure de Frédéric Lenoir, tu as une révélation. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, avec plaisir. On va dire que c'est le livre, donc Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir, qui m'a ouvert en grand la porte et on va dire le monde et l'univers du développement personnel. J'ai ressenti une profonde connexion avec, avec ce personnage en fait, avec cette personne, cet homme, à travers son récit, son discours dans ce livre qui est où il nous partage énormément de lui-même et c'est en fait, suite à ce livre et puis je ne sais pas, des lectures qui se mettaient sur mon chemin un petit peu, dans à cette période-là où, je me suis, fondamentalement vraiment et profondément plongée dans l'univers du développement personnel et j'ai compris que je pouvais en faire un métier et ce qui s'est passé ensuite d'ailleurs. Mais c'est quelque chose dont tu avais déjà entendu parler avant ce livre, le développement personnel, ou pas du tout ? Ça t'intéressait pas encore ?
Ah, et ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que quelques années auparavant, on m'avait mis dans les mains les 4 accords Toltec, qui est quand même un des Une des ouvrages Bibles. piliers, voilà. Petite Bible à lui tout seul, très, très facile à lire, très accessible et plein de bon sens, plus facile à pratiquer. Et, et puis, j'avais été assez captivée, ça m'avait beaucoup marqué. J'avais lu un autre de ses ouvrages qui s'appelle La maîtrise de l'amour aussi, qui est très captivant. Mais pour autant, ça restait un petit peu comme une petite bulle à côté de moi. Et c'est vraiment, en fait, à la lecture du livre de Frédéric Lenoir que je m'y suis vraiment plongée. Il est aussi il est philosophe, historien des religions. Et donc, du coup, ça m'a vraiment permis d'enclencher le pas vers le développement personnel. Et alors dans ce livre, Frédéric Lenoir explique que la vie est un art qui s'apprend. Il faut désormais apprendre à faire face aux défis extérieurs, mais aussi aux défis intérieurs. Comment nous connaître nous-mêmes, résoudre nos propres contradictions, par exemple. Une vie sereine et accomplie commencerait, selon toi, par une confiance en soi et une certaine forme d'acceptation de ce que l'on est, de qui l'on est. Oh, alors es-tu prête à de longues heures d'échange Mais on sur est là pour ça. l'acceptation? Hem, c'est vrai que j'aime beaucoup dans son approche, donc l'approche de Frédéric Lenoir, le fait qu'il se nourrit de beaucoup de choses qui l'entourent, que ce soit, les religions, des courants philosophiques. C'est un grand admirateur de Spinoza notamment et et en fait, j'ai trouvé une profonde richesse dans ses écrits. Je sais que dans une interview, il avait partagé, les romans vraiment à lire pour la philosophie et c'est là que j'avais découvert Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle et j'ai été complètement transportée par cet ouvrage. Je me suis dit: «Mais waouh, quel homme, pour écrire un tel récit, des siècles et des siècles avant nous». Et et c'est vrai que ça m'a vraiment, mis, voilà, le pied à l'étrier pour approfondir, en fait, j'avais comme une soif, en fait, de connaissances et d'apprentissage. Autant par rapport, tu vois, à des lectures, donc ma bibliothèque est remplie d'ouvrages divers et variés, sur le développement personnel et aussi sur, une véritable introspection. Tout s'est un petit peu fait aussi à ce moment-là et je pense que c'est un petit peu le voyage de toute une vie finalement d'apprendre à se connaître. Et donc tes guides à penser se trouvent dans des livres, pas finalement sur ton chemin, sur ta route dans la vie. C'est drôle de voir ça comme ça. Alors dans des livres, oui, pas que. Alors je suis allée le voir par exemple plusieurs fois en conférence, Frédéric Lenoir, entre autres. J'aime bien me rendre à des conférences diverses et variées à l'époque. Oui. L'époque où on pouvait faire ça, c'était plus chouette. Et alors non, les personnes sont assez nombreuses. Je dirais que je m'inspire au quotidien de plein de personnes, pas forcément non plus des personnes qui sont célèbres, mais simplement des personnes qui, je sais pas, qui inspirent, qui apportent comme, comment dirais-je, leur pierre à l'édifice. C'est un petit peu ça qui me vient à l'esprit. Alors j'imagine que ce n'est pas uniquement la lecture de ce livre qui t'a poussé à quitter la finance, quitter la sécurité d'un emploi pour l'aventure du coaching, un domaine certes très en vogue, c'est quand même un pari hyper osé. Qu'est-ce qui t'a fait changer ton mindset? Qu'est-ce qui se passe pour que tu quittes tout quasiment du jour au lendemain? Eh bien, je me revois concrètement face à mon ordinateur, donc sur le grand open space, entourée de beaucoup de gens qui se plaignaient continuellement d'être là où ils étaient. Et puis moi, derrière mon ordinateur, je me dis: «Mais je veux changer le monde. Qu'est-ce que je fais là?» Je suis en train de regarder l'heure qu'il est, à me dire: «Mon Dieu, il reste encore 2h11». Et du coup, je me suis dit: «Bon, c'est trop dommage d'avoir 27 ans et de penser déjà comme ça». Enfin, je veux dire, à la rigueur, tu serais peut-être, je ne sais pas, tu voudrais avoir une vie un petit peu tranquille, je sais pas, mère au foyer, avoir beaucoup de temps peut-être pour une vie de famille et autres, pourquoi pas? Mais je trouvais un petit peu ce travail une planque, on finit à 17h30, on a beaucoup de congés, alors c'est très chouette, mais pour moi, c'était pas assez. C'était pas assez, j'apportais pas suffisamment, je contribuais pas assez au monde qui m'entoure pour continuer à me lever le matin pour faire ce job qui avait perdu en fait de sens pour moi. Est-ce que à ce moment-là, tu t'en veux de finalement de ne pas avoir écouté un peu ton cœur et d'avoir suivi des études de finance, alors que finalement
Aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneuses à découvrir leur why, à se découvrir vraiment. Est-ce qu'on se dit pas merde, je suis passée à côté de quelque chose et C'est drôle et super intéressant comme question. Alors, justement, là, c'est une histoire un petit peu de mindset. Je me suis pas dit, mon Dieu, mais t'as raté tellement d'années de ta vie en passant à côté de tant de choses, donc développement personnel et autres. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est génial d'avoir appris tous ces trucs en finance et autres que tu n'aurais absolument pas eu envie d'apprendre si tu n'avais pas été, entre guillemets, un petit peu obligé de le faire. Du coup, je me suis dit, ok, quels apprentissages j'ai pu effectuer. Du coup, je comprends en fait, je comprends plein de choses de ce qui se passe dans les entreprises grâce à mes études. Je comprends eh bien l'importance de savoir gérer un budget, un patrimoine, tout ce qu'il existe. Alors tout peut-être pas, mais en tout cas beaucoup de choses qui existent pour l'optimiser et autres. Et je pense que dans la vie d'un entrepreneur, c'est hyper important. D'être passé par là, ça m'a aussi permis de me constituer un premier patrimoine moi-même. J'ai eu la chance pour investir dans l'immobilier, etc. Et c'était ce ne sont que des belles expériences puisque ça m'a permis ensuite de prendre la voie vers le domaine du coaching en étant vraiment, on va dire, rassurée financièrement, à l'aise, sans avoir, on va dire, l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête en me disant vite, vite, faut rentrer du cash. Et c'est un mode de vie que je trouvais plutôt bon pour moi et optimal. comment est-ce que tu expliques l'engouement qu'il y a depuis quelques années autour du développement personnel? Et est-ce que tu as remarqué que cette quête de sens s'est accentuée depuis la pandémie? Alors, oui, je pense que pour répondre à ta première question, c'est vraiment le sujet d'une quête de sens. C'est-à-dire que je pense qu'intrinsèquement, on se cherche tout au long de sa vie, on se découvre, parfois on se redécouvre, suivant ce qui peut nous arriver dans les aléas, les belles ou moins belles expériences de la vie. Je pense que peu importe l'âge, en fait, le développement personnel permet de, de découvrir d'autres modes de pensée, de se redécouvrir soi-même et de tisser des liens un petit peu différents avec les personnes qui nous entourent. Alors, pas que, bien évidemment, mais c'est ce que je remarque en tout cas dans les apprentissages que je fais. Et puis, en fait, on le voit aujourd'hui, on ne va plus. Enfin, les jeunes, peut-être même la génération avant moi surtout, vont chercher des entreprises qui sont plus, on va dire, ont plus de sens pour eux, à savoir ce qu'elles ont certaines déontologies ou respectent certaines valeurs, partagent pardon certaines valeurs, respectent certaines chartes. Enfin, on est un petit peu en quête de sens du monde qui nous entoure et je trouve ça super puissant que cela se diffuse aussi largement. Par rapport au développement personnel, je crois que c'est les ventes de livres qui ont explosé ces dernières années. Alors, d'un côté, je trouve ça génial et fabuleux puisqu'il y a comme un éveil des consciences. Et en même temps, l'éveil des consciences, il est lent. Il ne faut pas s'étonner non plus que le monde ne se transforme pas en un an, en une journée, puisque la lecture d'ouvrages de développement personnel, c'est fabuleux. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Puisque, ok, on a lu les 4 accords Toltec, c'est merveilleux, mais au final, est-ce qu'on se dit, bon, je vais peut-être tenter de les pratiquer, peut-être un pendant une semaine, un autre la semaine suivante ou le mois d'après, je ne sais pas, mais qu'est-ce que finalement, à travers les apprentissages que l'on fait dans ces ouvrages, dans des formations, dans des séminaires, conférences et autres, en quoi je l'honore dans ma vie de tous les jours? Voilà un petit peu ce qui me vient à l'esprit, c'est plus la mise en pratique finalement de tous ces apports merveilleux en développement personnel. Et puis, dès 2017, tu suis plusieurs formations en sophrologie, en PNL, en coaching génératif, que l'on appelle également le coaching de troisième génération. Ce sont des pratiques dont on parle beaucoup, mais le commun des mortels dont je fais partie ne sait pas toujours vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux nous expliquer en tout cas ces 4 pratiques, 3 pratiques dont je viens de parler? Oui, bien sûr. Alors en tout premier lieu, je me suis formée, oui, en coaching. Alors c'était un titre de coach personnel et professionnel qui était très général. Donc j'ai découvert la psychologie positive, le coaching, groupe, individuel, en entreprise, auprès des particuliers et également la PNL, donc programmation neurolinguistique et j'ai été émerveillée par cet outil. Du coup,
j'ai voulu aller plus loin, donc je me suis formée ensuite à la PNL. Et alors c'est une méthode, un modèle vraiment incroyable. Ça a été créé dans les années 70 par deux Américains qui observaient des accompagnants, hein, par exemple des thérapeutes et autres, et en fait observaient leur excellence en quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire en quoi ce thérapeute obtient de si bons résultats. Et du coup, ils en ont fait des outils pour communiquer efficacement, pour se développer personnellement, professionnellement. Et donc, c'est vrai que j'accompagne des clients avec ces outils. Et puis, j'interviens aussi dans des formations à Paris, dans un institut. Et alors, pour ce qui est rapidement, alors la sophrologie, alors je ne me dis pas sophrologue, même si j'en ai le titre. Ce qui est hyper intéressant pour moi, la sophrologie, ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Alfonso Caicedo, à peu près à la même époque. Et lui, il a tiré ses apprentissages de vraiment plein de méthodes différentes, aussi bien enfin, je vais faire bref, mais de plein de techniques. Et il en a fait sa méthode propre à lui, qui est une méthode psychocorporelle. Donc on travaille à la fois sur le corps avec des exercices vraiment de respiration et physique, et également de visualisation. On est un petit peu, on peut se dire en transe, comme on pourrait le rapprocher de l'hypnose. Et, enfin, le coaching génératif. Alors c'est assez fabuleux comme outil. Ça a été créé par deux coachs, consultants et professeurs en psychologie, Robert Dilts et Stephen Gilligan, qui m'ont directement formée. Le coaching génératif, on peut rapprocher ça au fait de la créativité. Le côté génératif, c'est la création d'un résultat qui n'aurait jamais existé auparavant. Donc, en fait, on accompagne, que ce soit un client, une organisation, à créer, construire un chemin qui n'existe pas encore. Et on invite des ressources. Enfin, c'est super puissant. On peut le rapprocher un petit peu d'ailleurs de la PNL. On peut l'utiliser avec de la PNL, avec de la sophrologie. Et c'est ce que j'aime faire dans mes accompagnements. C'est en fait utiliser un petit peu toute... tu vois, un petit peu comme un artiste, quoi, qui a sa palette de couleurs et qui se sert d'une couleur, d'une autre pour apporter eh bien, de la luminosité, de la clarté, que sais-je, au tableau qu'est l'accompagnement avec mes clients et coachés. Mais alors, quand on a une problématique, comment sait-on vers quel coach s'orienter? Est-ce qu'on choisit un coach un peu généraliste qui pratique un peu toutes sortes de leviers, toutes sortes de techniques, ou on choisit un en particulier qui ne fait que de la PNL ou que du coaching génératif? Comment savoir quelle technique nous conviendra le mieux? Première réponse, c'est d'essayer. Il y a une étude qui a été faite, en fait, une recherche qui a été faite en psychologie, coaching, consulting, PNL et autres, et qui dit que toutes les méthodes fonctionnent. J'irai encore plus loin, c'est-à-dire que toutes les méthodes fonctionnent mieux que de ne rien faire. Il est même dit qu'une fois sur trois, ne rien faire peut aussi marcher, de juste en fait lâcher prise, et puis que parfois la problématique peut se résoudre d'elle-même du moment qu'on lâche prise. Et il est intéressant vraiment de croire qu'aucune méthode ne fonctionne mieux qu'une autre. Il y a des praticiens qui ont de meilleurs résultats que d'autres. Et alors, bien évidemment, c'est en testant. J'ai des clientes qui sont déjà venues me voir en me disant, bah oui, moi j'essaie l'hypnose, ça fonctionne pas, j'essaie telle chose, ça prend moins. Bon, et puis parfois, au final, on va essayer sous une différente couleur ou contraste, et ça va prendre. Je dirais que c'est vraiment une question de feeling avec la personne que quand on est en position de voilà, j'aimerais me faire accompagner, il faut qu'il y ait un vrai feeling avec la personne avec laquelle on se fait accompagner. C'est vraiment une question de personne. Évidemment, vérifier, hein, c'est les diplômes, les formations, parce que je trouve que c'est assez essentiel. Mais voilà, il y a vraiment cette question de feeling avec l'autre. Puis ensuite, il y a un chemin à parcourir et puis comment on le sent au fond de soi.
Et alors, hormis grave crise existentielle, à quel moment ou comment sait-on si on a besoin plus d'un psy que d'un coach? Un psy et un coach font-ils un travail complémentaire? Alors oui, totalement. Je trouve qu'il y a une grande complémentarité entre alors psychologue, psychiatre et un coach. Généralement, quand on va voir un psy, on ne sait pas pour combien de temps on en a. C'est-à-dire que bon, quand on commence une psychanalyse, on peut en avoir pour quelques années. Voilà, on a ce temps de parole qui nous est offert. Généralement, c'est toutes les semaines, parfois toutes les 2 semaines, mais c'est assez régulier. Et à la différence du coaching, où on a un contrat, on part sur une durée déterminée, et puis on va vraiment observer les résultats que ça fonctionne ou non. C'est-à-dire qu'en coaching, on va vraiment s'intéresser à, imaginons quelque chose ne fonctionne pas, on ne va pas aller réfléchir pourquoi ça n'a pas marché, mais comment est-ce qu'on va faire pour que ça fonctionne la prochaine fois. C'est un peu la différence un petit peu bête et méchante entre la psychologie et le domaine du coaching. Tu parlais tout à l'heure d'hypnose, de PNL. Doit-on forcément être sensible, réceptif pour que les pratiques de développement personnel aient un impact sur nous? Parce que j'imagine que quand on est peut-être un peu, pas très ouvert d'esprit, il y a certaines pratiques qui ne doivent pas forcément bien marcher sur soi. Ouais, ouais. Alors oui, appel à tous les esprits cartésiens. Alors c'est vrai que je dirais qu'il y a déjà différents types d'accompagnement. Il est certain que lorsqu'on est très cartésien, aller vers des techniques comme la sophrologie ou l'hypnose, ça peut être un petit peu trop lointain par rapport à ce qu'on cherche à faire. Après, il faut vouloir un profond changement en soi avant d'essayer toute technique. C'est-à-dire qu'une personne qui veut, alors je vais prendre un exemple très facile, qui veut vraiment fumer, si elle a cet objectif et que c'est vraiment son souhait à elle, ce n'est pas le souhait de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents, que sais-je, eh bien, elle va se donner les moyens de réussir. Mais il faut que ce soit vraiment intrinsèque et profond en elle. C'est-à-dire qu'on voilà, on le dit souvent, hein, on ne change pas les autres. En revanche, voilà, notre pouvoir d'action, il est sur nous-mêmes. Et donc, pour moi, tout travail démarre par, OK, si je veux vraiment changer, eh bien, il y a forcément des choses qui vont fonctionner à un moment ou l'autre. Donc peut-être qu'un jour, oui, bon, bah, j'ai voulu arrêter de fumer, j'ai essayé l'hypnose, ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas une pro de l'hypnose, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un dans l'audience. Mais pour moi, le changement, il doit être vraiment intrinsèque. Et quand c'est profond en nous, c'est là que vraiment on peut se dire, OK, je vais me lancer dans un accompagnement. OK, je veux vraiment, je ne sais pas, par exemple, upgrader mon entreprise. Là, j'ai des problèmes de communication avec mon associé. Je n'y arrive plus seule. Ça ne devient plus possible pour moi. Et du coup, là, je vais faire appel à un coach pour vraiment avancer sur un nouveau chemin pour me permettre vraiment de scaler, que ce soit mon business, ma vie, mes pensées, mon mindset. Et c'est vraiment là que le travail se fait, le vouloir et le passage à l'action. Je vois qu'il y a déjà des mains levées, alors je vais vous demander de patienter encore un tout petit peu avant de monter on stage pour poser vos questions à Lauriane. L'année 2019 est donc une année très riche en événements pour toi puisque tu te lances dans l'aventure du coaching, mais surtout, tu commences l'année sur des chapeaux de roue en partant, quelle chance, pour le Sri Lanka où tu vas faire une retraite Vipassana. Explique-nous de quoi il s'agit. Oui, alors il s'agit d'une retraite silencieuse qui se déroule sur 10 jours. Donc clairement, j'ai mené une vie monastique, c'est-à-dire qu'on dort sur un matelas qui est très fin, sur de la pierre, on est réveillé à 5h30 du matin, on médite 10 heures par jour, on a un planning vraiment un petit peu militaire et, et on ne parle pas, on doit éviter le contact visuel, on est privé de téléphone, de livres, de stylos, de feuilles, donc de toute distraction. Et en fait, c'est un véritable voyage intérieur. C'est-à-dire que au début, c'est très difficile, on se sent un petit peu en prison. C'est, on va dire, les 5-6 premiers jours. C'est le 6e jour, voilà, où il y a cet éveil, ce truc un petit peu fou qui se passe dans mon cerveau, parce qu'on médite, 10 heures par jour, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en 10 jours, j'ai médité 100 heures. J'avais jamais médité autant dans toute ma vie, donc c'était assez difficile. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est pas le fait de pas parler ou autre, c'est plus justement de la pratique de la méditation,
parce que évidemment, je partais dans mes pensées, et du coup, je devais les ramener. Alors, on étudie, en fait, on nous apprend Vipassana, c'est une méthode qui est enseignée par un Indien qui n'est plus de ce monde et qui l'enseigne donc à travers des enregistrements qui s'appellent Goenka. Donc on écoute ces enregistrements. Donc comme j'étais au Sri Lanka, c'était donné en langue locale et en anglais. Donc, je vous laisse imaginer, c'est des vieux enregistrements sur des cassettes avec Goenka qui parle anglais avec son accent indien. Parfois je loupais des phrases et je me disais, si je peux demander à personne ce qu'on va faire. Alors du coup, je regarde un peu autour de moi et je me dis, bon, je vais fermer les yeux et j'essaie de faire un truc. Ouais, en plus, ce qui est assez drôle, c'est que les 2 premiers jours, on nous apprend à observer la zone triangulaire autour du nez, au-dessus de la bouche. Donc on doit concentrer notre esprit là-dessus. Donc ça dure 2 jours. Et puis le 2e jour, au soir, on nous dit, demain, on va apprendre une nouvelle technique. Alors hyper contente de changer, de faire autre chose. Puis alors le lendemain matin, le 3e jour, on nous apprend, alors maintenant vous allez vous concentrer sur le tout petit espace au-dessus de la bouche, en dessous du nez. Oh, la déception, je m'attendais à quelque chose d'autre. Et puis finalement, en fait, c'est pour aller de plus en plus en profondeur jusqu'à arriver au 4e jour où là, on dévoile Vipassana qui peut être connu pour les pratiquants de méditation. Hein. C'est un scan corporel et qui peut aller, quand on pratique beaucoup, parfois en une respiration, c'est-à-dire vraiment une inspire, une expire, à scanner le corps de haut en bas. Je pense que sur les 10 jours, il s'est passé une fois un truc, donc ça a duré peut-être 30 secondes ou 45 secondes sur les 10 jours, où j'ai eu comme un petit courant, comme une sensation de petit courant électrique qui est passé, tu sais, du haut de ma tête jusqu'au pied, qui est remonté. C'était très drôle comme sensation. Alors, est-ce que je rêvais? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un voyage fabuleux que d'expérimenter cette retraite Vipassana. Et puis, j'en suis sortie émerveillée. C'est-à-dire que même pendant, lors du 6e jour, j'étais émerveillée. J'avais une banane sur le visage. J'étais émerveillée par la nature, par des oiseaux que je voyais dans le ciel de toutes les couleurs au milieu du Sri Lanka. Et enfin, je me demandais, mais ont-ils mis de la drogue dans le curry? C'est invraisemblable de ressentir de telles choses. Et ouais, c'était Et vraiment. puis il y a cette anecdote assez rigolote que tu m'as racontée de cette Française indisciplinée qui aurait pu être moi, qui quand même craque et te parle. Oui. Ah ouais, c'était. Oui, en effet, moi, c'est vrai que j'ai respecté ça parce que je voulais, bon, voilà, respecter les autres et puis faire en bonne élève, hein, voilà, bien respecter. Puis, une Française qui est à côté de moi, qui marche et puis qui me dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai faim, t'as pas faim, toi? Alors, je la regarde, et puis bon, on sourit, et puis, bah oui, en effet, pendant des heures après, plus de 2 heures, j'arrêtais pas de penser au fait de manger. Je me disais, est-ce que c'est normal si moi j'ai pas faim? Enfin bon, comme j'avais rien d'autre à faire que c'est ma distraction. Et puis en effet, c'est là qu'on remarque, en fait, la moindre distraction, l'esprit s'en empare. Et puis du coup, ça a duré 2 longues heures à m'interroger sur pourquoi elle m'a parlé, mais qu'est-ce que... C'était assez drôle, ouais. Et puis l'introspection est un exercice difficile. Est-ce que lifter son mindset passe obligatoirement par cette gymnastique? Ouais. Un grand oui. De par la connaissance de soi, je pense que c'est hyper important, puisque plus on va développer la connaissance qu'on a de soi-même, plus on va pouvoir connaître aussi bien ses ressources, ses zones de confort, ses zones d'inconfort. Comment est-ce que l'on va surmonter un obstacle ou bien le dépasser? Et donc du coup, je pense que voilà, une introspection, et comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment le travail de toute une vie, est essentiel pour lifter son mindset. Et puis pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ce qui me paraît assez peu probable, tu es l'incarnation même de l'optimisme, certes, mais également de la bienveillance. Et c'est d'ailleurs cette même bienveillance que tu trouves la même année en plein désert du Black Rock au Nevada, pendant le festival de Burning Man, et au Cambodge où tu pars faire du bénévolat. Donc donner, être sans cesse tourné vers les autres, parfois même la notion de sacrifice, c'est quelque chose qui te fait avancer. Alors, oui, et il y a un côté... Il y a en même temps ce côté très généreux de partage et autres. Et puis en même temps, c'est un côté un peu égoïste, puisque en fait, on a tellement de satisfaction à donner, à donner de son temps, de son énergie,
autant mon expérience humanitaire au Cambodge que un truc qui n'a rien à voir, qui était dans le désert du Nevada pendant Burning Man, eh bien, je dirais que on se nourrit, en tout cas je me nourris, des échanges, des partages, des sourires des uns des autres, et ça sert énormément justement à cultiver cet optimisme, comme tu le disais d'ailleurs au tout début. Oui, ce que tu veux dire, c'est que finalement, de faire du bien aux autres, ça te fait du bien à toi-même. Ouais, tout à fait, un égoïsme que je trouve très sain et qui est totalement ok, puisque en fait, on retrouve ici, je dirais, un petit peu comme des valeurs qui me sont propres. Tu vois, le partage est une de mes valeurs fondamentales, et du coup, quand je reviens un petit peu en arrière sur des expériences passées et autres, il y a vraiment des liens qui se créent autour de cette valeur. Et que ce soit ouais, au Cambodge, où j'étais avec d'autres jeunes pour eh bien, donner des cours d'anglais à des enfants dans une école et puis à des moines dans un temple. Eh bien, en fait, quand on voyait leur sourire ou bien leur thank you, enfin, hyper heureux en fait d'avoir appris quelque chose, cette notion de contribution, tu vois, comme je le partageais au tout début, le fait de contribuer au monde à des choses qui nous dépassent, des choses un petit peu en dehors de nous, eh bien, je dirais que ça nous revient, mais fois 1000 à l'intérieur de soi. Enfin, moi, ça me revient vraiment dans le cœur et ça fait tellement du bien. Cette envie d'impacter le monde. Et puis, tu es fascinée depuis ta plus tendre enfance par le ciel étoilé. En 2019, tu crées Mission to the Moon, un programme 100% digital qui accompagne et aide essentiellement des entrepreneuses à faire décoller leur business. Explique-nous un peu ce beau projet. Eh bien, Mission to the Moon, alors c'est un programme spatial de 3 mois pour aider les entrepreneurs à devenir voilà, des entrepreneurs célestes, comme j'aime les appeler. C'est un programme donc 100% digital où j'accompagne principalement des femmes à développer des compétences pour acquérir un mindset d'astronaute, à se libérer de plein de croyances limitantes et vraiment de démarrer ou de poursuivre en fait le voyage dans l'entrepreneuriat, de créer et de développer de manière rentable, solide un business, et puis on va dire de célébrer en fait chaque jour, puisque c'est vraiment ça, je pense que quand on est entrepreneur, eh bien il faut savoir célébrer ces petites réussites, ces grandes réussites pour toujours garder ce mindset haut, cette passion que l'on a de se lever le matin et de faire ce que l'on aime. Et Lauriane, si tu le permets, je vais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'elles pourront dans un court instant nous rejoindre on stage. Donc n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions tout à l'heure à Lauriane. Tu accompagnes les femmes entrepreneurs. Est-ce que les femmes abordent les problématiques de l'entrepreneuriat différemment que les hommes ? Est-ce que leurs problématiques diffèrent des hommes ? Alors, il y a des problématiques qui sont similaires et d'autres qui peuvent différer de par, je dirais, un environnement ou bien des normes sociales, un environnement dans lequel on est bercé depuis très longtemps et qui du coup peut faire qu'il y ait cette petite différenciation en termes de problématiques. Maintenant, voilà, il y a des problématiques qui sont similaires, comme connaissent, on va dire, n'importe quel entrepreneur. C'est se faire connaître, comment vraiment je peux augmenter significativement mes revenus, comment je peux mieux me vendre, ok, est-ce que vraiment mes clients sont satisfaits, comment je peux créer davantage d'expériences clients, est-ce que je connais bien finalement mes clients, quel est mon client idéal, le passager idéal comme j'aime l'appeler, et, et ça par exemple sont des problématiques que l'on retrouve chez les hommes comme chez les femmes. Après, ce qui peut différer, c'est plus en termes voilà, de ce qui se dit dans la société, qui peut venir un peu influencer certaines croyances. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années de ça, où, pour illustrer un petit peu mon propos, pour un même job, tu vois, il y avait donc une annonce qui était faite avec des skills à avoir. Et un homme postulait à partir de 2 skills, alors qu'une femme ne postulait que si elle en avait au moins 8 sur les 10 demandés. Ah oui. Tu vois, c'est là où on voit un petit peu la différence. Alors, ce n'est pas la globalité et l'ensemble des femmes et des hommes, mais c'est représentatif d'une certaine part de la population. Donc, c'est pour ça que j'aime bien voilà, partager auprès des femmes pour vraiment, on parle beaucoup de leadership féminin, puisque oui,
ça tend à changer. Il y a de plus en plus de femmes dirigeantes, de plus en plus de femmes entrepreneurs. Mais comme on le disait tout à l'heure, voilà, le monde ne change pas en un jour. Donc petit à petit, grâce à l'évolution des consciences, eh bien, je souhaite voilà, accompagner de plus en plus de femmes vers leur chemin de vie véritable. Je vois qu'il y a des mains levées. Gardez vos mains levées encore 2 petites minutes, le temps que je finisse mes questions. Mais quelques petites questions à Lauriane. Le why, la raison d'être, sont des termes de plus en plus fréquemment utilisés. En préparant mes devoirs pour cette interview, j'ai regardé le TEDx de Simon Sinek, que tu m'as conseillé de visionner. Simon Sinek est un conférencier américain, auteur de livres sur le management et la motivation. Est-ce que tu peux nous rappeler sa théorie, à moins que tu veuilles que je le fasse ? Ah, sa théorie. Eh bien, d'ailleurs, je serais curieuse de savoir ce que tu en as retenu, si c'est OK pour toi. Avec tes mots, ce serait génial. Et après, avec les miens, avec grand plaisir. Alors, selon Simon Sinek, 100% des entreprises connaissent leur what, c'est-à-dire ce qu'elles font. Certaines seulement connaissent leur how, c'est-à-dire comment elles le font, et très très peu saisissent leur why, c'est-à-dire pourquoi elles font ce qu'elles font. Est-ce que c'est assez bien résumé ? C'est exactement ça, c'est ce qu'il appelle le cercle d'or. Donc on peut se rendre compte à travers ce que tu dis, voilà, le cercle d'or avec au centre vraiment le why. Le why, c'est vraiment la raison pour laquelle une entreprise, une personne réussit ou est capable d'inspirer les autres là où tant d'autres échouent. Je le pense fondamentalement, oui. Puisque, en fait, c'est au-delà de l'inspiration que cela dégage pour d'autres personnes, on va dire qu'intrinsèquement, c'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous pousse à nous lever le matin. Enfin, voilà, depuis que je me lève, depuis que je suis entrepreneur, enfin, j'ai même plus besoin de mettre un réveil le matin. Je suis debout hyper tôt, de bonne heure, et tout est OK pour moi parce que je sais intrinsèquement ce why qui m'anime, qui me fait vibrer. Et je pense que quand on a cette sorte de moteur à l'intérieur de soi, eh bien, plus rien ne nous arrête. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le why et ikigai ? Ou c'est la même chose en fait ? Oh, on peut le mettre en parallèle de l'ikigai, puisque on parle de l'ikigai comme trouver sa mission de vie, sa raison d'être. Donc oui, après c'est quels sont les mots qu'on emploie fondamentalement. Est-ce que c'est voilà, quand on définit son ikigai, j'aime donc c'est un outil qu'on utilise énormément dans le développement personnel, dans le coaching. On aligne ces quatre cercles, on peut dessiner au compas. Et en fait, au centre, tout au milieu de tous ces cercles, il y a vraiment sa mission de vie, sa raison d'être, qui est à mettre évidemment en parallèle de son why, puisque c'est ce qui nous fait profondément vibrer et un petit peu ce qu'on peut offrir de meilleur au monde et à soi-même. Et Lauriane, tu inspires beaucoup de monde ici sur Clubhouse et visiblement ce soir 2 hommes en tout cas. Je suis désolée les garçons, juste avant de vous donner la parole, je voulais justement te poser une question par rapport à ta room qui fait carton plein tous les samedis matins à 10h30. Ta room s'intitule Lift Your Mindset. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 tips qui te viennent spontanément en tête et que tu pourrais partager avec nous ce soir ? Yes. Le tout premier, c'est lorsque nous rencontrons, que ce soit un obstacle, un conflit ou quelque chose qui peut vraiment nous être désagréable, vraiment pensons step back. Est-ce que je suis dans le bon mindset pour continuer, poursuivre cette conversation, pour vraiment apporter quelque chose qui soit constructif, puisque je dirais que à partir du moment où on est dans le bon état d'esprit, puisque le mindset c'est vraiment ça, c'est cette question d'état d'esprit, eh bien on peut réaliser de bien grandes choses et résoudre de nombreuses situations conflictuelles. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui, et je trouve que voilà, lifter son mindset, c'est aussi lifter sa communication. Je trouve que ça, c'est vraiment un premier conseil, c'est voilà, penser peut-être step back, prendre un peu de recul et de distance par rapport à une situation qui peut être vue comme un obstacle, comme quelque chose de difficile à surmonter, puisque ça, voilà, la vie n'est pas faite que de petits cotons et de petits nuages roses, et de se dire, ok, est-ce que là je suis vraiment dans les bonnes mentalités, les bonnes dispositions pour me permettre de répondre, d'agir et non pas de réagir. Voilà vraiment ce gros tips qui est à mettre dans un coin de sa tête, et on peut se dire,
ok, peut-être y penser la prochaine fois qu'il y a une situation qui ne nous plaît pas. Faire ok, attends, je recule d'un pas, j'analyse, je regarde. Est-ce que là, je suis hyper énervée? Vraiment, j'ai un truc dans le ventre où ça me rend hors de moi. Et du coup, ça risque globalement de mal se passer. Il y a beaucoup de chances que ça puisse mal se passer. Ou bien, je vais vraiment prendre ce pas en arrière, respirer un bon coup, me mettre dans une autre disposition, un autre mindset, et puis revenir. Revenir quand c'est le bon moment pour moi, afin d'avancer, de transcender, de transformer l'obstacle qui peut arriver. Je pense que c'est ce gros point que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup, beaucoup Lauriane de m'avoir fait confiance pour cette interview, de m'avoir consacré du temps. Merci à tous d'avoir été présents dans l'audience. Si vous souhaitez retrouver toute l'actualité des rooms de Lauriane, le moyen le plus simple, c'est de la suivre. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. La richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Si vous êtes arrivé en cours de route, vous pouvez écouter le replay de cette interview grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h15. Je recevrai une autre Lauriane, avec 2 N cette fois-ci, sinon elle perd l'équilibre. Auteure du podcast Il était une fois vers l'Ouest, elle nous racontera son histoire bouleversante. Merci Lauriane. Merci infiniment Lola. Merci à toutes et tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bravo Lola, merci.